Docteur Amin Aouari qui va parler en fait de troubles statiques pelviens. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc on va voir ensemble, on va traiter ensemble l'imagerie des troubles de la statique pelvienne représentée par la colpocystodéphécographie et la déphéco-IRM, la différence entre les deux modalités en ce qui concerne le protocole, les avantages et les inconvénients de chaque modalité et éventuellement déduire les meilleures indications pour chaque examen. Donc, comme vous le savez, les troubles de la statique pelvienne traduisent un dysfonctionnement du plancher pelvien et peuvent se traduire par une multitude de symptômes allant d'une simple sensation de pesanteur au bombement périnéal à une vraie descente des organes pelviens, qu'ils soient extériorisés ou pas, avec l'incontinence et la dyschésie, constipation terminale. Ça peut concerner plusieurs. Donc, ces troubles peuvent être diagnostiqués par plusieurs cliniciens et chirurgiens de multitudes de spécialités et la prise en charge généralement est pluridisciplinaire. Donc, les examens complémentaires dans ce genre d'anomalie peut comporter un bilan urodynamique si le compartiment antérieur est le compartiment le plus atteint, l'échondoscopie anale et la manométrie anorectale en cas de problème du compartiment postérieur, donc ça concerne la proctologie, et l'imagerie dynamique représentée par la colpocystodéphécographie, la déphéco-IRM. Donc, ces deux dernières modalités d'imagerie visent à poser le diagnostic positif, en particulier en cas de discordance entre une symptomatologie très évocatrice avec un examen clinique quasi normal, rechercher une atteinte multicompartimentale et rechercher des récidives post-opératoires ou de complications, donc des prothèses mises en place. Donc, pour la technique, je vous montre comment on réalise une colpocystodéphécographie à Saint-Joseph. Donc, bien sûr, c'est une technique irradiante basée sur les rayons X. Elle nécessite l'opacification de tous les organes pelviens creux qu'on va étudier par du produit de contraste iodé pour les repérer. Ça comporte des clichés statiques et des clichés dynamiques, donc en boucle. Et la défécation se fait en position assise physiologique. Donc les produits d'opacification sont multiples. Donc un produit pour la vessie, un produit pour l'intestin grêle que la patiente boit avant le début de l'examen, un produit pour le vagin et pour le traçage du canal anal, et finalement un mélange qu'on réalise dans notre service à base de mousseline avec du produit de contraste iodé pour essayer de reproduire la consistance de sel molle. Après, donc, on prépare les seringues et on opacifie au fur et à mesure donc, des différentes étapes de l'examen. Donc, l'examen commence par un cliché sans injection pour vérifier la bonne opacification de l'intestin grêle par le produit bu déjà par la patiente en salle d'attente 30 minutes avant le début. Ça peut montrer aussi une anomalie au repos, comme chez cette patiente où l'intestin grêle il sort par voie postérieure, donc en transe anale, associé à un prolapsus rectal, bien évidemment. Après, on installe la patiente sur la table, on opacifie la vessie stérilement et on opacifie le vagin. On bascule la table en position debout et on prend un cliché de profil. Ce cliché vise à chercher une anomalie de la position spontanée de la vessie, comme chez ces patientes à gauche, où on a une cystocèle au repos avec une colpocèle antérieure, donc une boule vaginale antérieure complètement extériorisée, avant même de commencer les efforts de poussée. On rebascule la table en position horizontale, on opacifie le rectum en réalisant un traçage du canal anal. On rebascule la table après en position debout pour prendre 3 clichés en retenue, au repos et en poussée. Ces clichés servent à étudier donc la tonicité du muscle puborectal avec ascension de la jonction anorectale et fermeture de l'angle anorectal. Et après, pour repérer donc s'il existe une descente du périnée au repos, c'est ce qu'on appelle le périnée descendu, quand la jonction anorectale est située à plus de 3 cm de la ligne pubocoxygène qui est prise pour une ligne de référence. Après, on installe la patiente sur une chaise trouée et on lui demande de commencer l'effort de défécation en prenant des images successives qui peuvent nous donner donc une boucle cinétique. Et comme vous pouvez voir à gauche, c'est difficile de reconnaître les différents organes opacifiés pour les cliniciens ou les radiologues qui ne sont pas habitués à faire ce genre d'images. Mais à droite, en schématisant en fait ces anomalies, on peut voir que la vessie elle descend sous la ligne pubocoxygène en rouge, l'intestin grêle aussi s'invagine entre le vagin en rose et le rectum en jaune, en comprimant un peu le rectum, ce qui peut expliquer aussi une rétention donc du produit de contraste dans le moyen et au rectum. Après, on fait des clichés post-évacuation pour vérifier la vacuité rectale et pour vérifier aussi la résolution spontanée de l'anomalie éventuellement, et si on a une entérocèle qui est toujours persistante après à la fin de l'examen.
Donc, quelques exemples pour illustrer les principales pathologies. Donc, dans cet exemple, il y a les images à gauche et les schémas à droite. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une patiente en train de pousser. Donc, il y a le canal anal ouvert avec donc élimination du produit de contraste. La flèche montre une empreinte rectale postérieure, ce qui correspond à une contraction paradoxale du muscle puborectal. Donc, elle pousse, elle vide, mais elle contracte involontairement son muscle puborectal. C'est la contraction paradoxale, donc, ou asynchronisme anorectal. Et cet asynchronisme est responsable d'une possible rétention au-dessus de cette empreinte, donc vacuité incomplète à la fin de l'examen, et la création d'une rectocèle antérieure, donc une pousse rectale antérieure qui pousse sur le vagin. Et c'est ce que rapporte la patiente en disant j'ai une boule vaginale postérieure qui apparaît au moment des défécations. Certaines patientes ont recours à des manœuvres digitales pour réduire cette boule vaginale et vider cette rectocèle. Donc, comme chez cette patiente qui a l'habitude de mettre donc le pouce dans le vagin et de pousser sur le bas rectum pour le vider. Donc, la rectocèle peut être associée à d'autres anomalies comme la descente vésicale, ici par exemple l'étoile verte, et on remarque que la rectocèle antérieure elle passe profondément en avant, donc elle peut maintenir la vessie en place et donc limiter la descente vésicale. Donc chez cette patiente, il ne faut pas opérer la rectocèle par voie basse car on risque de décompenser en fait la descente vésicale en post-opératoire avec des symptômes urinaires qui apparaissent. Chez cette patiente aussi, on a une descente du cul-de-sac de Douglas avec un contenu non opacifié, donc l'étoile rouge, ce qui peut traduire donc un contenu graisseux, sigmoïdien ou grêle non opacifié. Et ça, c'est une des limites de la colpocystodéphécographie par rapport à l'IRM. Chez cette patiente, on a une descente donc de l'intestin grêle qui sort par voie postérieure à travers l'anus, avec donc un prolapsus rectal bien évidemment, et elle a aussi une poule vaginale antérieure, donc il y a la vessie qui descend en avant avec une colpocèle antérieure qui arrive à la vulve. Cet exemple c'est pour vous montrer que l'intestin grêle peut s'extérioriser aussi par voie transvaginale avec une colpocèle postérieure donc extériorisée chez cette patiente. Cet exemple c'est pour vous montrer donc l'intussusception rectale ou prolapsus rectal interne, c'est la paroi rectale qui se replie sur elle-même et qui s'engage parfois dans le canal anal, voire s'extériorise, ce qui donne le prolapsus rectal externe. Chez cette patiente, on a un élargissement de l'espace interrectovaginal, donc qui est occupé par une structure digestive à contenu gazeux, donc c'est pas opacifié, c'est pas du grêle. Contenu gazeux, ça ressemble plutôt à un sigmoïde. Donc cette patiente elle a une sigmoïdocèle assez importante et elle a aussi une intussusception qu'on le montre la flèche jaune. Donc cet exemple c'est pour illustrer la possibilité d'avoir une atteinte tricompartimentale, donc avec la vessie qui descend en antérieur, l'utérus qui descend dans le vagin, donc élargissement du vagin, et puisque l'utérus n'est pas opacifié, donc on le voit comme une image de soustraction plutôt qu'une descente bien repérée par le produit. Et en postérieur, on a l'intestin grêle qui descend sous la ligne pubocoxygène qui comprime le bas rectum, ce qui peut expliquer en fait une éventuelle rétention du produit au-dessus de cette empreinte. Donc les avantages de la colpocystodéphécographie, c'est que l'examen se fait en position assise, ce qui donne une excellente étude fonctionnelle généralement. Les inconvénients et les limites, c'est que ça nécessite plusieurs opacifications, dont l'opacification de la vessie, donc c'est contre-indiqué en cas d'infection urinaire évolutive. C'est très chronophage, plusieurs opacifications, plusieurs bascules de la table d'une position à une autre. Et c'est une technique moins performante dans l'analyse du contenu d'une péritonéocèle si le contenu n'est pas opacifié, graisse ou sigmoïde. Les inconvénients, c'est une technique irradiante et elle ne permet pas l'étude morphologique, donc des muscles du plancher périnéal, ni des organes pelviens, ni des prothèses en post-opératoire. La déphéco-IRM, par contre, l'avantage par rapport à la graphie, c'est qu'elle permet l'étude dynamique au cours des efforts de défécation grâce à des séquences dynamiques et l'étude morphologique grâce à des séquences statiques avec étude de la musculature périnéale, des organes et des montages post-opératoires. Donc, c'est un examen par résonance magnétique, donc contre-indiqué en cas de pacemaker ou centre de neuromodulation, par exemple. Les organes pelviens sont facilement identifiables sans opacification. Donc, la seule opacification qu'on fait, c'est l'opacification du rectum au gel d'échographie pour induire une sensation de besoin pour le patient pour pouvoir pousser et évacuer ultérieurement sur la table. La patiente elle est installée donc sur la table en décubitus dorsal. Il y a l'antenne qu'on met juste au-dessus du ventre et du bas-ventre. Et après, on introduit la patiente dans la machine. Imaginez donc un effort de défécation dans cette position.
Alors, les séquences T2 statiques donc, permettent l'étude morphologique. L'exemple à gauche, on a un amincissement du muscle releveur de l'anus gauche comparativement au côté droit avec un bombement. Donc, c'est bien visible en IRM. On n'aurait pas pu le voir en graphie. L'exemple du milieu, on a un utérus donc, qui est bas situé, donc extériorisé au repos avant même de commencer les efforts de poussée. L'exemple de droite, on a une incontinence anale avec un canal anal béant, une fuite du produit de contraste spontanément avant même de commencer les poussées. Cet exemple, c'est pour vous montrer que les prothèses de promontofixation, par exemple, sont bien visibles en IRM, contrairement donc à la graphie, et que ça permet aussi de montrer dans certains cas des complications, comme chez cette patiente de droite, où on a une collection en Y inversée autour des deux bras de la promontofixation. Donc ça, c'est une séquence dynamique d'une patiente qui a réussi à vider son rectum en poussée. On a l'utérus qui bascule, on a une rectocèle antérieure, juste donc, avec une boule vaginale postérieure. Et au fur et à mesure que la patiente pousse, on va remarquer donc l'invagination de l'intestin grêle qui sort à travers donc, le vagin avec une colpocèle postérieure. Donc cette entérocèle transvaginale est apparue lors de la troisième séquence de poussée. Donc il faut vraiment attendre et faire plusieurs séquences de poussée. Cet exemple, c'est pour vous montrer que malgré donc, la poussée efficace de la patiente, donc les muscles de la paroi abdominale se contractent, donc hyperpression intra-abdominale, mais elle n'arrive pas à vider le rectum, malgré donc, ses efforts de poussée, elle n'arrive pas à vider en position couchée. Elle n'a pas de contraction paradoxale du muscle puborectal, donc il n'y a aucune anomalie sur cet examen qui reste non concluant. Donc, en l'absence de vidange rectal à l'IRM, on est face à deux situations. Soit l'IRM est mal faite, séquence de poussée courte ou peu nombreuse, ou patiente non coopérante qui n'arrive pas, qui n'a pas compris ce qu'il fallait faire dans la machine. Dans ce cas, on est devant une IRM mal faite et pas une IRM normale. Donc, il ne faut pas hésiter à basculer en colpocystodéphécographie qui donne généralement une meilleure vidange. Dans le cas où l'IRM est bien faite, on a deux situations. Soit la patiente, elle souffre déjà d'une constipation terminale et dans ce cas, l'absence de vidange rectale peut être considérée comme anomalie et donc l'IRM est concluante. Il faut chercher donc l'origine de cette constipation. Soit la patiente ne souffre pas de problème donc de vidange rectale et dans ce cas, c'est une limite de l'examen. Elle n'a pas vidé parce qu'elle ne pouvait pas en fait concevoir la défécation en position couchée dans la machine d'IRM. Et il ne faut pas hésiter à passer à la colpocystodéphécographie. Donc les avantages de l'IRM, c'est que c'est rapide, nécessite une opacification rectale seule, même en cas d'infection urinaire, donc on n'opacifie pas la vessie. Elle permet une étude fonctionnelle couplée à l'étude morphologique périnéale. Elle permet une meilleure analyse du contenu d'une péritonéocèle et elle permet la visibilité des prothèses et bandelettes et éventuellement de leurs complications. La limite, c'est la position allongée non physiologique qui peut entraîner une vidange rectale incomplète, voire une sous-estimation des anomalies. Comme le montre cette méta-analyse comparant les deux modalités, donc on a l'IRM elle est moins performante dans la détection des rectocèles, des intussusceptions rectales et du périnée descendant. Donc il faut privilégier la défécographie à chaque fois qu'on a une symptomatologie du compartiment postérieur et il ne faut pas hésiter à basculer entre une modalité et une autre. En conclusion, donc les différentes indications, à mon avis, pour chaque modalité, à chaque fois qu'on a une symptomatologie du compartiment postérieur ou une discordance entre une clinique normale, un examen clinique normal et une symptomatologie évocatrice, il faut privilégier la graphie. D'autant plus si on n'a pas besoin d'une étude morphologique, pas d'antécédents chirurgicaux, pas de traumatisme obstétrical ou échographie, échoendoscopie anale ou IRM pelvienne préalable permettant l'étude morphologique. Sinon, pour l'IRM, il faut la privilégier à chaque fois qu'on a un contexte post-opératoire, traumatisme obstétrical, mise en place de prothèses pour l'étude morphologique. Et il ne faut pas hésiter de basculer entre une modalité et une autre parce que ces deux modalités sont finalement complémentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amine, pour cette topo riche en informations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Amine, juste pour la défécographie IRM, pourquoi on met du gel d'échographie et pas la pâte? Parce qu'on a remarqué, la consistance de la pâte. Parce qu'on a remarqué qu'avec la pâte, on a moins d'IRM concluante. Donc les patientes ont plus de mal à évacuer la pâte. Donc pour contrebalancer l'absence de l'effet de la pesanteur, on a préféré mettre du gel. Et avec du gel, puisque c'est plus facile à éliminer, on a de meilleurs rendements en fait, à l'IRM. On a commencé, on faisait l'IRM avec la pâte. Mais on s'est aperçu qu'avec la pâte, les patients ont
plus de mal à évacuer, à vider le rectum. Donc on est passé au gel d'échographie. Il faut dire qu'on pratique, c'est-à-dire qu'on aimerait bien prescrire davantage de colpographie, mais en fait la disponibilité est beaucoup moins importante que la déféco-IRM et on se retrouve parfois avec des déféco-IRM qui sont complètement non concluantes ou qui sont en contradiction avec les données de l'examen clinique et ça pose un vrai problème. Moi, généralement, quand je reçois les demandes, j'hésite pas à modifier l'intitulé de l'examen. Je passe les patientes en défécographie plutôt qu'en IRM. Et j'hésite pas de compléter par la graphie parce qu'on a la possibilité à Saint-Joseph. Sinon, plusieurs patientes sortent de la machine de l'IRM frustrées parce qu'elles se disent « j'ai pas réussi à avoir les mêmes sensations que chez moi, le clinicien ne va pas me croire, il va considérer que l'IRM est normal et que je suis pas fiable. » Merci beaucoup, Amin. On va passer au diapo suivant.